Donc le titre de cette conférence nous indique qu'il va s'agir plus spécifiquement de l'histoire et de l'actualité du système punitif qui repose sur un rapport sinon d'intimité, du moins de proximité avec le corps. Les objets d'étude de Didier Fassin, la santé, la police, la prison, le système punitif en général, donc la justice. Et par rapport à ces objets d'étude, eh bien, ce qui intéresse Didier Fassin, c'est la question des inégalités, la question de l'injustice. Clairement, Didier Fassin s'intéresse aux pauvres, aux exclus, aux dominés, et donc aux injustices vécues par ces exclus. Merci à vous et je laisse la parole à Didier Fassin. Merci beaucoup Stéphanie de cette introduction et merci surtout aux organisateurs de ce très beau festival que je découvre pour ma part. Alors, comme cela vient d'être évoqué, j'ai, si je puis dire, une longue histoire avec le corps, je veux dire une histoire professionnelle, et donc avec le corps des autres avant tout. D'abord comme médecin en France, en Inde, en Tunisie, puis comme anthropologue médical au Sénégal, en Équateur, en Afrique du Sud. Et puis ensuite, à la frontière de ces deux mondes, de la médecine et de l'anthropologie, pour le travail que pendant une dizaine d'années j'ai fait sur le gouvernement humanitaire, dans lequel il s'agissait de saisir le corps comme objet de compassion. Le corps des malades du sida, du sinistré de catastrophe, du demandeur d'asile, de l'étranger en situation irrégulière, de la personne sans emploi, etc. Mais depuis 10 ans à peu près, je suis en quelque sorte passé de l'autre côté de la force morale et je suis passé du corps comme objet de compassion au corps comme objet de répression. Et c'est ce qui vient d'être évoqué, les travaux sur la police, la justice et la prison, donc des enquêtes que j'ai pu conduire pendant 15 mois avec des unités de police dans la région parisienne, puis une enquête plus longue de 4 années autour d'une maison d'arrêt, dans laquelle j'ai eu un accès très large de jour et de nuit à l'ensemble des activités. Et puis, entre les deux, de façon plus superficielle, j'ai pu assister au travail de la justice dans le cadre de la comparution immédiate en particulier. Et c'est donc du corps contraint que je veux aujourd'hui vous parler, un corps qui est en quelque sorte soumis à l'État, à son monopole de la force légitime, comme le dit Weber, c'est la police, mais aussi au monopole du châtiment légitime, c'est la justice, et puis le monopole de l'enfermement légitime, c'est la prison. Et ce triple monopole de la violence d'État, c'est ça que je voudrais examiner à travers le travail ethnographique que j'ai fait, ces 3 enquêtes dont je viens de parler. Et je voudrais d'emblée souligner que pour moi, ethnographie, qui est une méthode, une approche, disons, qu'on utilise en sciences sociales et notamment en anthropologie, mais également en sociologie, en sciences politiques, parfois dans d'autres disciplines, pour moi, elle a 3 dimensions. D'abord, c'est une méthode, une observation prolongée sur ce qu'on appelle un terrain, qui permet d'en acquérir l'esprit, la manière d'être et de faire des agents qui sont dans ce monde que l'on étudie. C'est deuxièmement une expérience, parce que vivre au milieu des gens, et notamment de milieux qui ne sont pas les siens, c'est aussi une expérience très forte de découverte, de connaissance, d'interconnaissance. Et puis c'est enfin une écriture, comme la deuxième partie du mot ethnographie le rappelle, c'est une écriture, et l'écriture est un temps tout à fait important de la recherche. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est la méthode à l'œuvre, en vous faisant partager l'expérience de ces mondes, et je le ferai à travers l'écriture. Autrement dit, ce que je me propose de faire, c'est de vous donner 3 extraits et de les commenter. 3 extraits des ouvrages qui ont été
dont il a été fait mention, sur la police, sur la justice et sur la prison. Donc le premier extrait. Au début des émeutes de l'automne 2005, l'équipage de la brigade anticriminalité avec lequel je me trouvais se rendit sur les lieux d'un début d'incendie dans une école maternelle de l'agglomération. Lorsque nous arrivâmes sur place, d'autres véhicules de police étaient déjà présents, ainsi qu'un camion de pompiers occupé à éteindre le feu. Sur le parking où les équipages s'étaient regroupés sous le regard curieux et inquiet des habitants qui nous observaient depuis leurs fenêtres, une petite explosion se produisit soudain à quelques pas de nous. Il s'agissait d'un cocktail Molotov. Personne ne fut touché, aucun dégât ne fut constaté. Les policiers scrutèrent les ténèbres en quête de l'auteur de cette projection, mais en vain. Après quelques minutes de discussion, ils décidèrent de partir explorer les environs. De l'autre côté du terrain de sport, situé en bordure des immeubles HLM, soit une cinquantaine de mètres de là où nous nous trouvions, ils devinèrent plusieurs silhouettes, dont certaines étaient vêtues de blousons blancs à capuche, et malgré le temps qui s'était écoulé depuis l'envoi du projectile, ils décidèrent que ces formes vagues au loin, dans la nuit, devaient correspondre à nos agresseurs. Nous nous précipitâmes donc dans leur direction, mais le temps d'arriver sur place, il n'y avait évidemment plus personne. Nous passâmes un bon moment à sillonner les ruelles avoisinantes, entre des bâtiments de 2 ou 3 étages, à la recherche des suspects. Mais notre présence peu discrète devait s'avérer dissuasive. Ayant traversé ce modeste ensemble, nous découvrîmes d'ailleurs dans une rue adjacente plusieurs cars de CRS en attente d'un éventuel appel pour une intervention. Des renforts étaient arrivés dans la ville en prévision de désordres dans les jours à venir, qui ne se produisirent pas. Après quelques échanges avec leurs collègues, l'équipage avec lequel je me trouvais regagna son véhicule, les pompiers ayant entre-temps quitté les lieux et les habitants étant rentrés dans leurs appartements, nous reprîmes la routine de notre patrouille nocturne. Environ 3 heures plus tard, alors que la soirée était désormais parfaitement calme, passant dans une rue à quelques centaines de mètres de l'endroit où le cocktail Molotov avait été lancé, nous vîmes au pied d'un immeuble 3 jeunes d'environ 18 ans d'origine maghrébine en train de converser. Le brigadier fit arrêter notre voiture et ses collègues s'approchèrent des garçons pour les habituels contrôles d'identité et fouilles à corps. L'un des 3 expliqua qu'il n'avait pas ses papiers sur lui car il habitait 2 étages plus haut et venait de descendre rejoindre ses compagnons. Il proposa de remonter chez ses parents, accompagné si on le souhaitait pour y récupérer sa carte d'identité. Les policiers refusèrent et l'emmenèrent. Comme un grand nombre de jeunes de son âge à cette époque, le garçon portait un jogging blanc avec une capuche. Il n'en fallait pas moins pour qu'il devienne le suspect numéro 1 de cette affaire et soit traité en conséquence. Durant le trajet, et surtout au commissariat, il fut longuement et agressivement interrogé, menacé s'il n'avouait pas d'être placé en garde à vue, finalement enfermé dans la salle aux parois de plexiglas. Il s'appelait Abdelkrim Bouaziza. C'est évidemment un faux nom, le patronyme. La consultation du fichier STIC, dans lequel on enregistre les infractions ou simplement les victimes, ne permit pas de retrouver son nom, mais un autre très proche, Abdelkarim Bouaziza, correspondant à la fiche d'un garçon qui avait été accusé quelques mois plus tôt d'un délit mineur. L'un des fonctionnaires de la brigade anticriminalité le questionna sur cette ressemblance. « C'est comment ton nom ?»« Abdelkrim Bouaziza, monsieur. » « Et Abdelkarim Bouaziza, que j'ai dans le STIC et qui habite à la même adresse que toi, c'est qui alors ?»« Bah, ça doit être moi, monsieur. »« Alors c'est quoi ton vrai nom ?»« C'est Abdelkrim, monsieur. »« Tu te fous de ma gueule? Tu t'appelles Abdelkarim ou Abdelkrim ?»« C'est le même, monsieur. C'est juste qu'ils ne l'ont pas écrit pareil. » Le policier s'énervait, ne sachant pas ou ne voulant pas savoir que la transcription d'une autre langue en français pose souvent de tels problèmes, et ce d'autant que le prénom existe effectivement sous les 2 orthographes. À 5 reprises, il formula la même question, criant de plus en plus fort sur le garçon désemparé. S'étant un peu calmé, le fonctionnaire remarqua, soulignant la 3e syllabe du prénom, Abdelkrim. Avec un nom comme ça, t'étais prédestiné à faire des conneries. Il se tourna vers son collègue, visiblement satisfait de sa plaisanterie. Il reprit l'interrogatoire, puis rédigea son rapport. Rien ne pouvant être retenu contre le jeune homme, les policiers le laissèrent repartir. Il était 1 heure du matin, il n'y avait plus de bus. Je calculais mentalement qu'il lui faudrait sûrement compter 40 minutes de marche pour rejoindre son domicile. L'anecdote est assurément banale. Dans la mesure où l'auteur n'a pas pu être pris en flagrant délit, il s'agit de faire payer un jeune du quartier dont il est statistiquement improbable et juridiquement indémontrable qu'il soit à l'origine de la projection. 3 heures plus tard, à distance de l'événement, alors qu'on ne dispose d'aucun élément probant sur les suspects aperçus de trop loin et donc sur le seul indice d'un vêtement ressemblant quand bien même il s'agit d'une tenue tout à fait banale, les policiers n'imaginaient vraiment pas tenir leur coupable.
Il savait au fond qu'il ne s'agissait là que de l'une des formes de mortification pour lesquelles il n'existe quasiment aucun recours, compte tenu du maigre crédit qu'on donne à ces jeunes dans la société. Cet extrait, comme vous le voyez, et qui est tout à fait banal et qui finalement n'entraîne pas de violence particulière, mais qui néanmoins amène à une contrainte par corps, puisque le jeune homme est emmené au commissariat et devra rentrer chez lui ensuite, phénomène qui est tout à fait banal comme mode de punition et de punition au hasard dans la police. Ça a même été dénoncé par le syndicat de la magistrature. Mais ce type d'opération vise une population toujours particulière, c'est-à-dire des jeunes hommes de milieux modestes, d'origine immigrée, vivant dans des quartiers populaires, en très grande majorité. C'est ce qu'un auteur australien, criminologue, appelle « police property », c'est-à-dire propriété de la police. Et dans cette idée de propriété de la police, on voit qu'il s'agit de dire pour cet auteur que l'État délègue à la police certaines fonctions de contrôle de ces populations en privilégiant donc la dimension punitive sur la dimension sociale qui pourrait être celle de son intervention dans ces quartiers. Mais le mot « propriété » me semble important ici, puisqu'il suggère un droit de saisie, comme on le voit dans ce cas, mais en même temps une dépossession, et notamment dépossession de l'espace public. C'est le fait de se trouver dans l'espace public, de se trouver dehors, qui est un problème. Dans un autre cas, 3 jeunes qui sont en train de discuter dehors, aucun délit n'a été commis dans les environs, ils sont simplement en train de discuter. Il est 9h du soir, on est en été, belle journée, et les policiers s'arrêtent, posent des questions agressivement, vérifient les identités, font des fouilles, tout cela étant illégal, et finissent, au moment de partir, par dire à ces jeunes « Rentrez chez vous, vous n'avez rien à foutre dehors ». Donc c'est cette contrainte par corps, c'est aussi cette dépossession de l'espace public. Bien sûr, une forme extrême est rencontrée dans un pays comme les États-Unis, où je travaille, où cette contrainte prend une dimension létale, puisqu'on compte actuellement 1300 personnes tuées par la police chaque année, en très grande partie des jeunes hommes et pour la plupart afro-américains. C'est 40 fois plus que les exécutions capitales aux États-Unis. Dans l'exemple que je viens d'évoquer, on voit que le corps devient une forme de site de l'apprentissage de sa place dans la cité, cité au sens grec de lieu du politique, une forme d'éducation civique incorporée. Pensons que les parents dans les quartiers populaires en France, dans les cités en général, apprennent à leurs enfants qu'ils vont très souvent avoir l'occasion, être confrontés à des provocations de la part des policiers et qu'il faut surtout ne pas y répondre parce que c'est ça qu'ils attendent. Donc il y a un apprentissage dès l'enfance du fait qu'il y aura ces provocations, j'ai assisté à de très nombreuses d'entre elles, et qu'il faudra, et ce sera la manière normale d'être traité et par rapport à laquelle il n'y a pas de recours et surtout par rapport à laquelle il ne faut pas répondre. C'est aussi l'apprentissage de la racialisation et du racisme parce que ces jeunes voient bien que leurs camarades qui n'habitent pas dans les mêmes quartiers, qui ne sont pas de la même couleur, eh bien eux ne sont jamais contrôlés, jamais fouillés.
Et puis, bien sûr, ce corps dont nous parlons, c'est un corps qui est physique, mais c'est aussi un corps psychique, si l'on peut dire, puisque c'est celui de l'humiliation et des brimades qui sont le lot quotidien, comme on l'a vu également dans cet extrait. Second extrait, le monde de la justice. Une scène donc dans un tribunal de grande instance, une audience de comparution immédiate. Sans doute était-ce pour échapper à la condition carcérale que dans le tribunal correctionnel où je suivais les audiences en comparution immédiate, l'homme qui venait d'entendre prononcer son jugement eut ce geste désespéré et inattendu dont à l'évidence je ne fus pas le seul surpris. En cette fin d'année, il y a peu d'affaires. La dernière concerne un homme de 30 ans, français de parents maliens, né dans une grande agglomération de la région parisienne. Vêtu d'un blouson de toile sombre, il se tient dans le box des prévenus, inquiet mais calme. Aux questions de la présidente, il répond à mi-voix, cherchant ses mots, cohérents pourtant dans ses propos. Il est accusé d'usage, détention et transport, je cite, de produits stupéfiants en l'espèce d'herbe de cannabis, ainsi que de refus d'obtempérer à la sommation de s'arrêter et de résistance violente à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Ce sont les faits qui lui sont reprochés. Plus précisément, 2 jours plus tôt, vers minuit, alors qu'il est à bord de son véhicule dans le centre d'une agglomération, une voiture de police l'ayant croisé déclenche son gyrophare et sa sirène. Pris de panique, il prend la fuite, poursuivi par les forces de l'ordre. Au bout de quelques centaines de mètres, il abandonne son véhicule sur un parking et continue à pied en se débarrassant au passage d'un sac plastique. Au détour d'une allée, il se retrouve face à face avec 2 gardiens de la paix et tente de les esquiver, mais ces derniers parviennent à intercepter sa course en s'accrochant à lui. Alors qu'aidé par des renforts, ils cherchent à lui passer les menottes, il se tient aux barres de toit de la voiture de police, puis ayant été plaqué au sol, place ses mains sous son corps. Il est finalement maîtrisé et conduit au commissariat où, pendant sa garde à vue, ayant vainement pendant plusieurs heures réclamé à boire de l'eau, il s'énerve. À aucun moment, cependant, il n'est question dans les déclarations des policiers d'agression verbale ou physique de sa part. Dans le sac plastique qu'il a jeté, en s'enfuyant, on découvre de l'herbe de cannabis. En fouillant ses vêtements, on trouve 335 €. Donc après avoir décliné son nom et sa date de naissance, la présidente s'enquiert de manière pressante. Vous n'avez pas d'adresse? Vous êtes sans domicile fixe? Vous vivez dans la rue? Est-ce que vous êtes domicilié dans un centre d'action sociale? L'homme essaye de s'expliquer. Ça fait depuis le mois d'août que je suis dans la rue. Avant, j'habitais chez ma compagne, mais on s'est séparés. Ignorant la tentative d'explication, la magistrate coupe. En tout cas, je n'ai pas d'adresse, moi. Ayant brièvement énoncé l'acte d'accusation, elle demande s'il veut être jugé séance tenante ou souhaite un délai pour assurer sa défense, précisant que dans ce dernier cas, le tribunal devra statuer dans l'attente du procès entre 3 options, la détention, la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire. L'homme ne sachant que répondre, son avocat de commise d'office lui dit que, compte tenu de la situation, il ne présente pas de garantie de représentation, ce qui rend la mise en détention provisoire hautement probable. Il accepte donc d'être jugé immédiatement. La présidente reprend alors les déclarations des policiers, ponctuant sa lecture d'observations et de questions. Elle interroge notamment le prévenu sur les circonstances dans lesquelles il a percuté les 2 gardiens de la paix qui tentaient de l'arrêter. Il indique qu'il cherchait bien sûr à les éviter, mais qu'ils se sont interposés devant lui et l'ont agrippé par ses vêtements. En gros, c'est la faute des policiers, commente-t-elle, ironique. Elle demande un peu plus tard à l'accusé à quoi correspond la somme qu'on a trouvée sur lui. Il explique que comme il vit à la rue, il a toujours un peu d'argent sur lui pour payer l'essence, et que c'est tout ce qu'il possède. Pour financer son essence, il fait comment? Il trafique un peu, non? Lui dit-elle en s'adressant soudain à lui, à la 3e personne. Le casier judiciaire comporte 4 condamnations pour conduite sans permis, usage de cannabis et, concernant la dernière, rébellion. Hormis la première fois où il a eu un sursis avec mise à l'épreuve, les 3 autres faits ont donné lieu à de la prison ferme. L'enquête sociale révèle seulement que l'homme est célibataire, séparé de sa compagne chez laquelle il habitait, père d'un petit garçon que le juge l'autorise à voir seulement 1 fois par semaine en raison de sa situation précaire, et qu'il a un BEP d'électronique, mais ne travaille pas. Le juge s'étonne. « Vous êtes sans activité professionnelle depuis un petit moment, dites donc. Depuis combien de temps ?» 2 ans, admet-il, reconnaissant qu'en raison de ses ennuis judiciaires, il n'est pas parvenu à se stabiliser dans un emploi, d'autant qu'il n'a pas de domicile. « Vous vivez dans votre voiture, c'est bien ça ?» questionne la présidente, paraissant enfin comprendre la réponse qu'a donnée cet homme à la question initiale concernant son adresse. Avant de se retirer, la présidente demande, après les plaidoiries, la présidente
demanda l'homme s'il a quelque chose à ajouter. D'une voix hésitante, il répond doucement. « Ce que je voudrais dire, Madame la juge, c'est que je reconnais mes torts. Ça fait des années que j'ai des problèmes avec la justice, mais ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Si je retourne en prison, je vais retomber. Là, j'essaye de me réinsérer. Pour l'amour de mon enfant et pour le souhait que j'ai de m'en sortir, je vous demande de faire en sorte de m'aider. La dernière fois, quand j'ai été libéré de prison, je suis retourné voir ma compagne. Elle a refusé que je voie l'enfant. Elle m'a bloqué dans mes démarches. » La magistrate l'interrompt sèchement. « Le tribunal a bien entendu, il va délibérer. » La séance est levée. Quelques instants plus tard, elle reprend pour l'annonce des verdicts. À mesure que les accusés entendent leur sentence, ils quittent la salle, les uns condamnés mais libres en raison de sursis, les autres reconduits au dépôt du tribunal en attendant leur départ pour la maison d'arrêt. Bientôt, ne reste que l'homme dans son box, entouré de 2 policiers. La présidente lui déclare qu'il est jugé coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et à verser 400 € à chacune des parties civiles. Ni son argent, ni son véhicule ne lui est restitué. L'homme demeure interdit, comme frappé de stupeur. Après un instant de silence, il implore d'une voix sourde qu'au moins on lui rende son véhicule, qui est son seul bien et dont il aura besoin à sa sortie, puisque c'est là qu'il vit. La magistrate s'impatiente. S'il veut, il peut toujours écrire au tribunal pour en faire la demande. L'homme jette un regard autour de lui, désemparé. Tout à coup, il prend son élan, escalade la cloison du box, saute par-dessus le banc de son avocat et se rue dans la salle d'audience que sont en train de quitter les rares assistants. Alors que les gardiens de la paix se précipitent à sa poursuite en hurlant pour alerter leurs collègues, l'homme traverse en courant le hall du palais de justice et disparaît dans les ruelles alentours. Une dizaine de policiers s'élancent à ses trousses. Bientôt, des sirènes se font entendre dans la ville. La chasse à l'homme s'organise, à pied, en voiture. Au bout d'une demi-heure, elle s'achève avec la capture du condamné qui est amené à la maison d'arrêt. Une semaine plus tard, il est rejugé en comparution immédiate, cette fois pour évasion. 12 mois de prison ferme s'ajoutent aux 10 déjà prononcés. Ici, on a le pouvoir du juge sur les corps, qui, comme vous le voyez, est bien plus considérable encore que celui des policiers. La contrainte par corps ici est maximale, bien qu'en quelque sorte invisible, il n'y a pas de contact entre les deux, mais c'est une contrainte au futur. Elle vise l'avenir de cette personne, en l'occurrence pour 22 mois. Ça peut bien sûr être pour des peines bien plus longues. Et le prononcé de la condamnation a valeur performative. Comme le dit le philosophe anglais Austin, quand dire c'est faire, dire « je vous condamne » à 12 mois de prison, c'est faire que la personne va passer 12 mois en prison ou un petit peu moins avec les retraits ou les aménagements. Mais c'est aussi un pouvoir qui s'exerce de façon sur un corps particulièrement vulnérable et notamment en comparution immédiate, où c'est un corps qui est amoindri par 24 à 48 heures de garde à vue, où la personne n'a pas pu se reposer, n'a pas pu se laver, n'a pas pu se préparer, et finalement a été amenée au dépôt où, pendant 15 à 20 minutes, elle a pu rencontrer l'avocat commis d'office, puisque dans plus de 90% des cas, ce sont des avocats qui sont au service de l'État pour cette mission. C'est donc un corps, en quelque sorte, à la merci de la justice, du juge, ou des juges, ils sont 3 en général, qui siègent, du procureur, mais également de l'avocat commis d'office et de la qualité de la plaidoirie de quelqu'un qui aura eu très peu d'éléments. Et puis, il y a cette séance qui dure en moyenne 25 minutes et dans laquelle va être décidé l'avenir de cette personne. 25 minutes, c'est très peu, et les juges eux-mêmes le disent, c'est très peu pour se rendre compte de ce que c'est que le passé, l'histoire, le contexte de l'acte qui est à juger. Et donc la personne, pendant cette période de 25 minutes, est malmenée,
on lui pose des questions dont on écoute à peine les réponses, on lui demande s'il a un dernier mot à dire, parce que c'est légal, et on l'interrompt pratiquement toujours aussitôt. Et au bout du compte, on a une décision de justice qui, de l'aveu même des magistrats, n'est pas bien informée, ne tient pas compte du contexte et qui se manifeste comme un coup près sans appel. Il y a bien sûr formellement la possibilité d'un appel, mais d'un appel depuis la prison dans ces cas, puisqu'il y a mandat de dépôt qui est décidé en même temps. Et dans le cas que j'ai évoqué, vous voyez que ce n'est pas simplement une privation de liberté, puisque c'est la privation aussi de ses ressources, et c'est la privation de son véhicule qui est en même temps son logement. Alors bien sûr, on pourrait, là encore, comme je l'ai fait tout à l'heure, prendre des exemples plus extrêmes, comme c'est le cas aux États-Unis, où on a 2 100 000 personnes qui sont en prison. Là encore, en grande majorité, des Afro-Américains ou des Hispaniques. Mais ce qui est remarquable dans le travail de la justice, c'est qu'en plus de ces 2 100 000, il y a chaque année 11 millions de personnes qui entrent en prison, et notamment qui entrent en prison en préventive. Et on entre en prison en préventive aux États-Unis parce qu'on ne peut pas payer sa caution. Si vous payez votre caution, vous n'allez pas en prison. Et donc, on a cette dimension économique et financière qui s'ajoute à cette contrainte, puisqu'on peut se libérer de cette contrainte si on a les moyens de le faire. Mais, élément, je crois, intéressant, qui vaut particulièrement aux États-Unis, mais qui vaut également en France, c'est que ce temps préventif, en préventive, donc de détention en attente du procès, est un moyen d'exercer une pression, alors aux États-Unis, sur la personne par rapport aux procureurs et aux juges qui cherchent à démontrer sa culpabilité. En France, c'est par rapport aux juges d'instruction. Et donc, la détention dans ces cas est vue comme un moyen de pression sur la personne, et y compris de négociation de l'aveu de la culpabilité, y compris quand les personnes ne sont pas coupables, parce qu'on a des études qui ont montré que les personnes peuvent avoir plaidé coupables alors qu'ils ne l'étaient pas, et ça a été démontré ensuite par des tests ADN ou autres, ou parce qu'on a retrouvé le véritable coupable. Aujourd'hui, aux États-Unis, 97% des personnes qui sont en prison n'ont pas eu de procès. On plaidait coupable en négociant avec le procureur qui les menaçait, s'ils allaient jusqu'au procès, d'avoir des sanctions bien plus lourdes. Donc pour une affaire de drogue, c'est 5 ans si vous acceptez de plaider coupable, vous risquez 15 ans si vous allez au procès. Et les gens plaident très souvent coupables. Donc il y a là une forme de contrainte qui s'exerce y compris par le verbe et par la menace. Et en l'occurrence, il s'agit, sans excès, il s'agit d'une forme de torture, puisque essayer d'obtenir par la contrainte des aveux, c'est la définition de la torture. Troisième et dernier extrait, en prison. Il n'est pas méchant, c'est juste qu'il en a marre d'être en cellule, m'avait dit un surveillant dont l'apparence frêle et juvénile contrastait avec la musculature impressionnante du détenu dont il parlait. Le détenu se tenait devant le poste de contrôle devant lequel se trouvait le surveillant. La règle étant que, hormis les auxiliaires, chacun devait impérativement être enfermé dans sa cellule dès lors qu'il était en bâtiment, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans la cour de promenade. La présence de cet homme imposant qui demeurait debout pendant de longs moments auprès du surveillant de garde avait quelque chose d'insolite. À plusieurs reprises, le voyant ainsi circuler à sa guise dans son aile, je m'étais interrogé sur la tolérance singulière dont il bénéficiait. L'explication qui venait de m'être fournie en était toutefois à peine une, car s'il avait suffi de ne plus supporter l'enfermement
pour être laissé ainsi hors de sa cellule, ce sont pratiquement tous les détenus auxquels il aurait fallu octroyer une telle licence. Mais au fond, le commentaire du surveillant en disait plus long qu'il n'y paraissait. Au-delà de son apparente banalité, il révélait une bienveillance inhabituelle de l'institution dont je n'appris que plus tard les raisons particulières. Outre cette stature d'haltérophile, un détail rendait l'homme immédiatement remarquable. Un énorme pansement couvrait l'un de ses yeux, lui donnant une allure patibulaire. Ce jour-là, il arborait un t-shirt avec dans le dos un drapeau tricolore sur lequel était inscrit « Trop d'injustice sociale et de discrimination raciale mènent à la révolution ». Et sur le devant, le mot « France », sous lequel on pouvait lire « Ça va péter ». Alors que je passais près de lui, je l'entendis maugréer un bien peu rassurant « Il est chelou celui-là ». Plus tard dans la journée, je décidai pourtant d'engager la conversation avec lui. Il me proposa un entretien, non pas dans sa cellule, comme c'était généralement le cas, avec les autres détenus, mais dans le bureau où avaient lieu les audiences avec les directeurs. Compte tenu des efforts qu'il avait déployés pour soigner son image menaçante, je ne songeais pas à m'en plaindre, même si je me doutais qu'il entrait une grande partie de jeu dans sa manière de performer son rôle de dur dans la maison d'arrêt. Mêlant habilement sincérité et théâtralité, il me livra des morceaux choisis de son histoire en commençant ainsi « J'en suis pas fier, mais je suis un habitué des lieux. Si vous voulez savoir ce qu'il y en a de la prison, moi je peux vous aider. » Sans doute pour m'impressionner, il me raconta que lors d'un séjour dans un centre de détention, il avait donné une interview à un journaliste dans le cadre d'un reportage sur les établissements pour peine. Mais il semblait aussi authentiquement motivé par l'idée de contribuer à faire connaître les conditions de vie en milieu carcéral, et prenant à cœur mon projet, il s'inquiéta d'ailleurs de sa réussite. Des gens qui font des livres sur les prisons, il y en a plein. Comment vous allez faire pour intéresser les gens aux vôtres? Peut-être fut-ce la raison pour laquelle il me confia qu'il écrivait des textes, du rap, précisa-t-il, et comme je lui demandais s'il en avait à me montrer, il m'expliqua que ceux qu'il avait étaient illisibles, mais après s'être livré devant moi à une brève improvisation sur une quinzaine de rimes, il s'engagea à m'écrire un texte le soir même, ce qu'il fit, et j'ai publié son texte. Comme je l'appris donc un peu plus tard, par des membres du personnel, l'homme âgé de 27 ans connaissait l'établissement de longue date. Ayant grandi dans une cité de la région, il y était entré pour la première fois alors qu'il n'avait que 16 ans et y avait fait de nombreux séjours, de plus en plus longs, en raison à la fois des peines plus sévères pour les délits commis en récidive légale et des sursis mis à exécution. La dernière concernait, me dit-il, une conduite en état d'ivresse avec délit de fuite suivie d'une altercation avec des policiers qualifiés en coups et blessures, ce pourquoi il avait été condamné à 2 ans de prison ferme, réduit à 18 mois en appel, auquel s'ajoutait 1 an d'une ancienne peine, avec sursis. Quand j'étais jeune, j'étais influençable, je suis entré dans un cercle vicieux, on arrête l'école tôt, on fait des conneries, c'est l'engrenage, très difficile d'en sortir une fois qu'on a mis le doigt dedans. À l'époque, il était relativement chétif et faible, ce dont les autres mineurs incarcérés avaient tiré profit en faisant de lui leur victime. Un jour, on lui tendit un piège, en l'appelant à travers la porte de sa cellule. Il s'approcha pour regarder par l'œilleton, et un objet contondant le blessa à l'œil. Il fut éborgné. En réaction à cet accident dramatique, il s'efforça de transformer radicalement son image, à commencer par son apparence physique, grâce à la musculation et aux protéines, jusqu'à obtenir ce corps bodybuildé dont ses tenues sportives révélaient les formes. Son attitude de défi à l'égard de l'institution et de ses agents procédait du même effort d'inverser la perception qu'on avait de lui comme un détenu vulnérable. Les personnels s'étaient du reste pour la plupart adaptés à cette situation et à l'exception au fonctionnement normal de l'établissement qu'elle impliquait. Pour autant, tout le monde n'acceptait pas de la même façon les avantages que l'homme avait acquis au fil des années. Le lendemain de notre conversation, lorsque j'arrivais dans son bâtiment, j'appris qu'on venait de lui affecter un co-détenu. Il va sûrement y avoir un problème, me dit le jeune surveillant qui se trouvait à nouveau dans le poste de contrôle. En effet, parmi les faveurs dont l'homme bénéficiait, il y avait un encellulement individuel. Alors, il est bien sûr remarquable qu'un droit inscrit dans la législation depuis plus d'un siècle puisse être considéré comme une faveur, mais telle était l'inévitable conséquence de la surpopulation carcérale. Bien peu pouvaient faire valoir ce droit efficacement. Dans le cas particulier, outre qu'il paraissait problématique de faire cohabiter l'homme avec un autre détenu compte tenu de sa force physique et de son caractère difficile, il existait une justification plus technique. Il disposait d'un certificat médical établi par l'un des praticiens de la maison d'arrêt qui attestait qu'il devait être maintenu seul en cellule
en raison d'une infection chronique qu'il présentait sur son œil blessé. Tous ces éléments furent pourtant de bien peu de poids face à l'intransigeance de la première surveillante, c'est un grade dans la prison, qui était bien décidé à faire, à cette occasion, rentrer dans le rang le récalcitrant. Lorsque la première surveillante vint le voir pour lui annoncer l'arrivée d'un codétenu, l'homme se mit en colère. Il rappela les engagements pris par les personnels soignants et pénitentiaires à son égard, vainement. En fait, il avait immédiatement compris l'enjeu personnel du rapport de force créé. « Je sais bien que vous ne me calculez pas, mais voilà, vous ne me parlez pas, je ne vous parle pas, c'est bien comme ça. » Face à lui, la première surveillante n'essayait cependant même pas de justifier ou de discuter sa décision. À mesure que l'homme s'énervait, elle devenait de plus en plus calme, quoique visiblement tendue. Son silence provoqua l'effet attendu, à savoir l'exaspération du détenu acculé par cette inflexibilité. Lorsque la première surveillante lui demanda de réintégrer sa cellule, il refusa, disant qu'il préférait aller au mitard. Sans lui offrir la moindre porte de sortie honorable, elle appela alors des renforts. Il ne fallut pas moins de 4 agents pour maîtriser et menotter l'homme qu'une dizaine de surveillants accompagnèrent en le poussant devant eux, à travers les coursives, dans un tumulte de cris et de bousculades, jusqu'au quartier disciplinaire où il fut enfermé dans la salle de fouille. Telle était en effet la dernière étape avant la réclusion à l'isolement, l'humiliante fouille intégrale. Eu égard à la puissance déployée par l'homme, des mesures exceptionnelles furent prises. 3 surveillants partirent s'équiper de la lourde et spectaculaire tenue par cou avec ses plastrons, jambières, manchettes, épaulettes de protection. Un tel déploiement de force devait être jugé nécessaire pour terrasser l'homme dans l'éventualité où il résisterait. Tel ne fut pas le cas. Je n'assistais évidemment pas à cette ultime opération qui se déroula dans une atmosphère fébrile. Ébranlé par l'enchaînement des faits, le refus du dialogue et la brutalité de l'intervention, je comprenais qu'il y avait plus qu'une coïncidence dans la production d'une telle situation conflictuelle, quelques heures seulement après qu'on eut négocié et promis un stage à ce détenu difficile. À l'évidence, certains pensaient qu'on en faisait trop pour lui. La directrice qui avait mis en place ce stage m'exprima un peu plus tard son regret qu'au vu de son investissement personnel, comme elle le disait, les choses étaient ainsi mal tournées. J'aurais aimé qu'on m'informe qu'il allait être doublé, c'est-à-dire qu'on allait lui ajouter un coup détenu, afin que cette démarche soit en cohérence avec la mienne et que je reprenne cela avec lui en appui avec la gradée. J'aurais également préféré qu'au lieu de gérer la situation comme il l'attendait par le conflit physique et la mise en prévention, c'est-à-dire en quartier disciplinaire, on continue de dialoguer avec lui jusqu'à ce qu'il ait accepté d'être doublé. En fait, pour la directrice, il fallait tenir compte, disait-elle, du fait que c'est le système carcéral qui l'a fait. La première surveillante n'en aurait pas forcément disconvenu, mais en avait tiré des conclusions diamétralement opposées sur la conduite à tenir pour briser sa résistance. C'est de cette discordance que naissaient les tensions dans la prison. La prison, c'est évidemment le lieu de l'exécution de la contrainte par corps au terme d'un processus qui a vu intervenir des policiers, qui a vu intervenir des juges. Et c'est un lieu dans lequel les détenus se trouvent soumis à la violence potentielle aussi bien des autres détenus qu'éventuellement du personnel. Mais au-delà de ces violences physiques, qui sont parfois exagérées dans les versions filmées ou dans certains rapports, c'est en fait tout le dispositif carcéral qui est celui de cette violence et de cette contrainte des corps. C'est d'abord l'encellulement 22 heures sur 24, pour autant qu'on prenne ces 2 heures de promenade, et certains ne les prennent pas, soit parce qu'ils ont peur de sortir, soit parce qu'ils travaillent et qu'ils ne peuvent prendre qu'un moment. 22 heures sur 24, je ne m'en étais pas rendu compte lorsque j'ai travaillé en prison, mais c'est très proche au fond de ce qu'on appelle aux États-Unis le solitary confinement, c'est-à-dire des gens qu'on enferme tout seuls. Eux ont droit à 1 heure par jour de sortie. En France, en maison d'arrêt, un détenu ordinaire, c'est 2 heures, c'est pas beaucoup plus. C'est de plus un enfermement solitaire, littéralement pour traduire, qui a une particularité qui n'est pas tout à fait solitaire, puisqu'on impose, dans la grande majorité des cas, on impose un codétenu, voire 2 codétenus, dans des cellules qui sont faites pour une personne. Et ce codétenu, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec lequel on peut parfois s'entendre, parfois ne pas du tout s'entendre, ce qui est une contrainte de plus.
dont on voit les débordements très, très fréquemment. C'est aussi dans les rapports avec les surveillants, dans certains cas comme dans celui-là, l'usage de la maîtrise physique par rapport à la négociation. Et c'est la différence entre ce que prônait la première surveillante et ce que prônait la directrice. Et puis, dans le cas que je viens de vous raconter, vous voyez ce déploiement spectaculaire de force. Lorsqu'un événement comme ça se produit dans une prison, c'est tous les mouvements qui sont arrêtés, plus personne ne peut bouger, plus personne ne peut circuler. C'est tout un groupe de surveillants, là, en l'occurrence une dizaine, qui va traîner un homme jusqu'au quartier disciplinaire. Et puis, c'est ce moment particulièrement humiliant de la fouille à nu, dans les conditions que vous imaginez, qui d'ailleurs a été jusqu'à très récemment une pratique quasiment systématique après les visites, tout simplement, hein, de membres de la famille ou d'amis, par exemple. Et puis enfin, c'est la contrainte du quartier disciplinaire, qui est souvent vécue comme extrêmement douloureuse et pénible par les personnes. Et donc, tout ce processus réduit la personne à la plus extrême impuissance, même lorsqu'il s'agit d'un homme, et peut-être a fortiori lorsqu'il s'agit d'un homme comme celui dont j'ai parlé. Alors là encore, on pourrait parler des États-Unis, on pourrait parler de la banalité de la violence, et notamment de la violence entre les détenus, mais aussi de la violence des surveillants sur les détenus. Il y a des caméras partout, mais sauf dans les infirmeries. Donc quand on veut passer à tabac quand un surveillant veut passer à tabac un détenu, il l'emmène à l'infirmerie en demandant à l'infirmière de sortir. Il y a régulièrement des morts dans les prisons, des gens qui sont tués par d'autres détenus ou qui sont tués par des surveillants. Dans une prison de Floride, il y avait une unité psychiatrique et les surveillants de cette unité avaient, lorsque ces malades mentaux également incarcérés pour un autre délit, généralement en rapport avec de la drogue, lorsqu'ils avaient un comportement anormal, qui était en généralement lié à leur pathologie, eh bien, ils avaient imaginé ce qu'ils appelaient la punition de la douche. Et la punition de la douche, c'était de mettre les personnes sous une douche brûlante pendant très longtemps. Dans un cas en particulier, la personne est morte, brûlée, mais il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu d'évaluation de la situation, donc ni administrative ni judiciaire. Autrement dit, l'institution est derrière ces pratiques. Et puis la contrainte par corps, c'est beaucoup d'autres choses, c'est pas simplement cette violence, ou c'est une violence institutionnelle qui se manifeste d'une autre façon, c'est l'intimité, c'est des gens qui, à deux par cellule, n'osent pas aller aux toilettes devant leurs codétenus, donc la perte de l'intimité, c'est la contrainte sur la sexualité, le fait, sauf dans de très rares établissements, de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles avec y compris quand on reste pendant de très longues périodes en prison, c'est la contrainte sur l'affectivité, et notamment sur quelque chose, comme disaient très souvent les détenus, ici on n'a pas le droit de se mettre en colère, parce que si on se met en colère, on ira au quartier disciplinaire, et quelles que soient les frustrations qu'on peut avoir. Il faut ici rappeler que la France a le taux de suicide le plus élevé, taux de suicide carcéral le plus élevé d'Europe. Il a été multiplié par 7 au cours du dernier demi-siècle. Alors, pour conclure, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est ce que le travail ethnographique, ce travail d'enquête, mais qui est aussi un travail d'écriture et qui est aussi une expérience, ce qu'il peut nous apprendre de différents mondes, et de ces différents mondes de la répression. La police, qui est dans l'exercice de la contrainte par corps, la justice, qui a le pouvoir de cette contrainte par corps, et la prison, qui est l'exécutrice de cette contrainte par corps. On a 3 temporalités ici.
Avec la police, on est dans le présent immédiat de l'éventuelle brutalité. Avec le juge, on est dans une sorte de futur annoncé. Et dans le cas de la prison, on est dans un présent perpétué. Rappelons-nous que la réclusion est appelée à perpétuité. Walter Benjamin parle de violence fondatrice du droit et de violence conservatrice du droit. Et je crois qu'on doit s'interroger sur la manière dont l'établissement de la loi et la manière dont on décide qui doit être puni et comment et pourquoi, comment cette violence est fondatrice, mais aussi comment la violence conservatrice se manifeste à travers la mise en œuvre de la loi par la police, par la justice, par la prison. Mais cette contrainte par corps, comme vous l'avez noté au fur et à mesure des extraits, c'est une contrainte qui est ciblée. Elle vise certaines populations, celles que j'ai qualifiées tout à l'heure, de milieux modestes, d'origine immigrée, de quartiers populaires pour la grande majorité. Et elle le fait de façon par excès dans la manière, c'est-à-dire des peines qui sont souvent beaucoup plus lourdes que les actes reprochés. Pensez qu'on peut aller en prison pour plusieurs mois, pour avoir perdu les points être en train de conduire son véhicule alors qu'on a perdu les points de son permis. Et puis, y compris excès dans l'objet du châtiment ou de la contrainte, puisque, comme dans le premier cas, ce sont aussi des innocents qui peuvent se retrouver ainsi contraints. Et donc, ce qu'il faut penser, c'est que si certains sont contraints, d'autres sont épargnés par la police, la justice et la prison. C'est ce que très souvent me faisaient remarquer les détenus dans nos conversations, et ils n'avaient pas tort. Les statistiques montrent que dans les années 2000, le nombre de personnes qui ont été condamnées pour simple usage et possession de petites quantités de cannabis a été multiplié par 3, sans qu'il y ait une augmentation dans la population de cette pratique, alors que les condamnations pour délinquance économique et financière ont été diminuées d'un 5e. Dans le premier cas, il s'agissait de mettre en œuvre la lutte contre la toxicomanie. Dans le second cas, il s'agissait de procéder à une politique de décriminalisation de l'économie. Finalement, l'État opère, comme on le voit, des distinctions dans la manière de réaliser ces contraintes par corps, qu'il s'efforce de légitimer ou d'occulter, et finalement, il le fait avec la bienveillante complicité, ou en tout cas l'indifférence de la majorité, c'est-à-dire de nous tous. Je vous remercie.